Bonjour à tous. Effectivement, donc je travaille au sein du groupe PSA dans une entité de la direction industrielle. Donc on coiffe toutes les usines du groupe par le monde. Et dans cette entité, on représente donc dans l'académie industrielle toute l'ingénierie et le travail sur la montée en compétences, tout le dispositif de montée en compétences. Donc ça concerne évidemment tous les opérateurs et aussi toute la ligne managériale. Donc, hop, je vais... Donc le sujet effectivement que je souhaite partager avec vous, c'est une expérience très récente de cette année où on a mis en place tout un programme pour aller plus loin sur le domaine de la formation immersive, mais ce sera très clair. La première chose, c'est que on a eu la volonté de recourir à la réalité virtuelle, non pas pour appliquer de la réalité virtuelle, mais bien pour répondre à un besoin très concret, qui était un besoin d'appropriation et d'efficience de nos formations. Donc on était à la recherche d'outils pour améliorer l'autonomie de nos opérationnels, pour qu'ils puissent créer eux-mêmes des contenus de formation et qu'ils puissent utiliser ces contenus de formation-là très simplement, très facilement, au plus grand nombre. Donc ça, c'était un peu notre besoin de départ. Et donc c'est pour ça que j'ai mis le mot autonomie en plus gros. C'est extrêmement important parce qu'on se rendait compte qu'il y a énormément d'interfaces entre un besoin d'acquisition de compétences précis et toutes les personnes qui vont questionner pour être sûr que est-ce que c'est bien ça dont tu as besoin, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que je vais faire le bon cahier des charges, etc. Pour se tourner vers des interfaces qui vont créer pour nous ces contenus, qui au final, on perd beaucoup de temps et on n'est pas sûr de toucher le réel besoin initial. La deuxième raison, c'est que, pour laquelle cette autonomie est extrêmement importante, c'est que les techniques dont on parle ou les compétences dont on parle sont des compétences très précises et souvent très techniques. On parle bien de compétences sur le terrain, pour des ouvriers, pour des maintenanciers, pour des techniciens. Et pour ça, ce sont eux les mieux placés pour définir, pour s'appuyer sur leur terrain, sur leur réalité, pour pouvoir capitaliser des choses, remonter des choses et partager des choses. Donc, pour nous, c'était extrêmement important que les outils auxquels on allait recourir rendent possible cet usage en autonomie. Donc, il y a 3 axes sur lesquels l'Académie est engagée aujourd'hui et qui participent à cet effort de transformation digitale qui est en œuvre aujourd'hui. La première chose, effectivement, c'est tout le contenu qui peut être digitalisé et partagé. Donc, on veut vraiment travailler, enrichir l'offre globalement de e-learning en augmentant cette partie-là avec effectivement des vidéos immersives pour rendre possible en autonomie de la formation de tous nos opérationnels. La deuxième chose importante aussi, c'est qu'on considère que l'acquisition de compétences, ça n'est pas forcément dans une salle de formation en présentiel où c'est pas forcément non plus du e-learning, ça peut être tout simplement de la mise en relation entre une personne qui sait et une personne qui ne sait pas et qui a besoin juste d'être dépannée sur une problématique technique particulière. Donc ce deuxième axe-là est extrêmement important aussi. Je ne vais pas le développer dans la présentation d'aujourd'hui, mais c'est pour vous donner aussi une image des axes sur lesquels on travaille. On considère que si je suis maintenancier et que j'ai une machine nouvelle dans mon atelier, si je bloque sur une opération, par exemple, de maintenance spécifique, je peux appeler un expert qui est dans une autre usine dans le groupe et qui, lui, la connaît parfaitement parce qu'il la maintient depuis 10 ans. Donc, la troisième partie, pour vous donner cette vision globale, c'est qu'on souhaite faire en sorte que tous ces contenus qui existent, que tous ces contacts soient partagés de façon simple. Donc j'ai été extrêmement intéressé par la première intervention ce matin où on voyait une souplesse incroyable pour mêler, relier des domaines qui sont souvent cloisonnés, faciliter les accès. Ici, on parle bien de mettre en relation des gens qui ont une compétence, qui ont su la capitaliser, la mettre en partage, pour qu'elle soit accessible à d'autres, mais aussi qu'ils puissent facilement retrouver qui est expert sur ce sujet, qui je peux contacter pour pouvoir apprendre. Donc ces systèmes-là aujourd'hui existent de façon un peu morcelée. Aujourd'hui, on a vraiment la volonté
non seulement d'ouvrir l'offre, d'augmenter et d'élargir l'offre, et en même temps de faciliter la mise en relation. Donc, si je reviens sur le premier domaine, ce qui nous a intéressé, c'était de dépasser le e-learning que l'on connaissait bien, qu'on utilise déjà pas mal, pour se dire finalement, qu'est-ce que l'immersif va rajouter. Notre approche dans les usines est de mettre en place des ateliers de formation métier. Donc ce sont des éléments qui sont en parallèle, on va dire, de la ligne de production. Et si on veut que les opérateurs qui arrivent et qui vont assembler nos véhicules puissent être le mieux formés, on fait en sorte de reproduire certains postes de travail spécifiques, de reproduire certaines conditions qui se rapprochent de la ligne pour les former. Notre approche, elle est toujours de former les opérateurs en les mettant en situation et en leur permettant de travailler. On a des activités extrêmement manuelles, extrêmement précises, donc on fait une formation sur des basiques métiers qui sont le clipage, le vissage, etc. Tous les gestes unitaires que l'on fait. La difficulté que l'on avait, c'est que si on veut vraiment aller plus loin, mais au-delà du basique métier, de faire le poste de travail 17 de la ligne, on est obligé de faire une ligne en parallèle. Or, cette promesse de dire « je veux former en mettant les gens en situation pour qu'ils puissent faire », m'oblige à les mettre sur la ligne de production et donc ça génère des perturbations. Donc, soit je reproduis ce poste à l'identique à côté, soit je les amène sur la ligne de fabrication. Et c'est pour ça qu'on souhaitait pouvoir utiliser des moyens autour du digital et de la réalité virtuelle pour que cette immersion nous permette de tenir cette promesse, de faire le poste de travail réel à l'école de formation à moindre coût. Donc ce qui nous importait, c'était surtout de rendre possible ici la création de ces modules immersifs par les opérationnels eux-mêmes. Et c'est surtout autour de ça qu'on a sélectionné donc, une solution que je vais vous présenter et qui nous a beaucoup intéressé parce qu'elle permettait de répondre à ces deux défis. Donc, on a rencontré donc, la start-up Uptail, donc j'ai repris une image à eux, donc ils sont hébergés à la station F, et on les a rencontrés par l'intermédiaire de Microsoft. On est partenaire de Microsoft sur de nombreux sujets, et ils nous ont présenté des start-up avec lesquelles ils fonctionnaient. C'est pas toujours facile pour un grand groupe d'aller travailler avec des start-up. Parfois, on a un défi, on recherche des solutions et on n'est jamais sûr de la pérennité de cette solution. Et entre le moment où on a prouvé l'intérêt de travailler sur une solution, le temps de mise en œuvre, etc., dans nos grands groupes, font souvent que le partenariat est difficile. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le fait que on ne les a pas rencontrés tout seuls, on les a rencontrés dans un cadre. Et tous les réseaux, de mon point de vue, qui nous permettent de nous mettre en relation et de sécuriser notre travail avec des startups, facilitent ce genre de déploiement et de solution. Donc, j'ai remis ici un peu les mots qui me paraissaient importants sur cette question du travail avec une start-up. La première chose, c'est qu'il y en a plein qui existent et donc on n'est jamais sûr finalement d'avoir trouvé la pépite qui a les meilleurs atouts et les meilleures choses. Et puis, au-delà de la visibilité, s'ils ont su convaincre des partenaires qui sont des très grosses entreprises ou qui sont des très grosses solutions, pour nous c'est plutôt rassurant parce que ça nous permet de dire qu'au-delà de leurs compétences propres et de leurs valeurs ajoutées, on va pouvoir aussi tenir compte, on va pouvoir aussi s'appuyer sur leur écosystème pour pouvoir développer la solution et la rendre pérenne. Donc on a pu, avec beaucoup d'agilité finalement, utiliser cette start-up, travailler avec eux, avec l'écosystème qu'il y avait derrière eux. Donc leur principe, je montre juste quelques images et puis j'ai inclus une petite vidéo qui vous donnera une idée de ce qu'on a fait avec nos propres modules. Leur principe est très simple. Je prends une photo 360 degrés avec les petites caméras 360 degrés qu'on trouve maintenant dans le commerce de façon assez simple. Donc une photo, une vidéo. Et cette photo et cette vidéo, je peux, avec l'éditeur qu'ils ont proposé,
intégrer dedans des petits tags, des petits éléments qui permettent des interactions. Ça veut dire que je peux rajouter une bulle de texte. Ça veut dire que je peux rajouter une petite vidéo que j'ai prise avec mon téléphone ou que j'ai récupérée, que j'avais déjà. Je peux poser des questions, je peux proposer des passerelles pour aller d'une scène à une autre, etc. Et leur module, leur éditeur, permet de faire ça extrêmement simplement. J'importe un fichier et dans ce fichier, je mets des tags. Alors j'ai tendance toujours à dire que c'est du même niveau de complexité que de faire des animations dans PowerPoint. On est tous plus ou moins très à l'aise avec les animations dans PowerPoint. Il permet de faire plein de choses avec plein de conditions. Donc évidemment, l'éditeur, si on veut progresser dessus, au bout de 2, 3, 4 modules où on a vraiment essayé plein de fonctionnalités, on le maîtrise assez vite. Mais on peut créer un premier module extrêmement rapidement. Donc pour faire ça, le matériel, j'ai mis là quelques exemples. Je ne fais pas de publicité, on n'a aucun accord avec ces différentes marques, mais c'est juste pour vous montrer un peu les questions qui se sont posées. C'est que la caméra, elle est extrêmement petite, c'est de la taille d'un téléphone portable. Il faut avoir un pied qui va avec et qui soit à peu près fin parce que dans 360 degrés, on voit aussi ses pieds. Donc si on a un gros pied, il apparaît dans toutes les scènes. Et la prise de vue est extrêmement simple. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la facilité de création de modules, ce qui était important pour nous, puisqu'on souhaitait toucher les ouvriers, c'était d'avoir des devices qui étaient extrêmement légers, extrêmement simples à mettre en œuvre dans une usine. C'est important de se dire, si je veux former des personnes, est-ce que j'ai besoin d'avoir un très gros PC dans une salle de formation? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un Wi-Fi particulier? Si j'ai toutes ces questions-là, en fait, ce sont des freins énormes avant de pouvoir diffuser à grande échelle ce que l'on a. Donc le choix que l'on a fait, alors leur plateforme permet de visualiser ces modules immersifs derrière un PC, permettent de le faire derrière une tablette ou un smartphone. Alors vous l'avez sans doute vu dans pas mal d'offres de réalité virtuelle, on en verra sans doute dans la solution après. On peut avec un téléphone le mettre dans un système et puis en tournant la tête, on explore finalement l'environnement. Alors il existe des casques, c'est celui qu'on a, que j'ai mis en photo là-bas, qui nous a paru dans notre cas spécifique le meilleur rapport entre usage et coût. Qui est tout à fait autonome. Donc on met le casque juste sur les yeux, il est connecté au Wi-Fi, on peut précharger dedans les modules de formation immersif et avec ça je peux aller partout dans l'atelier et faire passer mes formations, où que soient les personnes dans nos ateliers. Donc c'était une question importante parce que si on travaillait beaucoup sur le contenu mais qu'on n'avait pas de moyens de diffusion, on n'allait pas avancer beaucoup dans notre sujet. Donc voilà le petit film qui va vous montrer un peu la vue du casque et du type d'interaction qu'on peut avoir sur le... Alors par contre, il faut peut-être que je clique. Voilà.
Donc voilà, c'est vraiment un raccourci hyper condensé. C'est vrai que les casques Oculus Go sont intéressants parce qu'ils sont autonomes, mais je peux pas faire une expérience en live et vous la partager en même temps. Ce que vous avez vu là, ah oui, il y avait une question. Là, alors, juste avant que vous puissiez répondre à la question, vous avez vu là un panorama de différentes situations, que ce soit en usine ou utilisé pour la visite de sites. Par exemple, il y a la visite du DS World qui a été aussi réalisée avec cet outil-là et qui permet d'amener les gens à visiter des installations, etc. Donc, je pourrais revenir sur les questions et sur les exemples concrets qu'il y a. Ce qui était important pour nous, c'était de voir effectivement est-ce que c'était facile à mettre en œuvre et rapide à mettre en œuvre ou pas. Donc, si vous pouvez effectivement répondre à cette question, combien de temps d'après vous, il faut alors quand je parle là de concevoir le module, c'est on sait ce qu'on veut, d'accord, et on va pour faire le tournage et on veut délivrer un module exploitable sur le casque. Pour faire ça, combien de temps il faut? Alors la majorité n'a pas raison, c'est plutôt la minorité. La moyenne, c'est entre 2 et 3 heures. Donc l'idée, c'est vraiment, vous prenez une vidéo, quand cette vidéo est convertie, on la charge sur la plateforme, elle est codée, elle est un peu compressée sur la plateforme, et les interactions que l'on met dedans, ça va extrêmement vite. Et évidemment, si on veut faire un module qui dure 25 minutes, qui a un scénario extrêmement complexe, qui nécessite de faire beaucoup de tournages différents et de prises de vue différents, scénarisés, etc., ça va prendre un peu plus de temps. Mais pour faire un film, ce qui nous intéressait, c'est un poste de travail. On a des temps cycles d'1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. On peut filmer 2 ou 3 cycles très vite. On a capté les informations que l'on souhaite mettre sur le poste parce qu'on a les standards poste qui sont affichés. Donc transformer ça en un module qui est diffusable partout, c'est extrêmement simple. Vous avez vu à la fin de cette petite démonstration, enfin de ce panorama, la possibilité de gérer plusieurs langues. Aujourd'hui, on peut superposer dans ce module-là plusieurs langues et on choisit la langue que l'on souhaite au moment du lancement. Et évidemment, comme c'est fait sur une plateforme, on a tout un outillage qui permet de suivre les usages, de savoir qui a regardé les modules de formation, où est-ce qu'il est allé à l'intérieur, de voir tous les chemins qu'ils ont fait. Quand c'est utilisé, et c'est le cas pour certains de leurs clients sur la partie vraiment plutôt mise en situation, pour faire des opérations autour des aspects commerciaux, etc. C'est extrêmement important de savoir est-ce que j'ai regardé partout, est-ce que je suis allé partout, est-ce que j'ai fait les éléments. Maintenant, la question que je souhaitais aussi partager, c'est de parler de... On a cet outil, on voit à peu près ce qui fonctionne et ce qui permet de faire. Est-ce que dans un grand groupe, c'est facile, rapide, de passer du POC à la mise en œuvre et le déploiement globalement? Alors là, la majorité a raison par rapport à cette... Ça a été extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide en termes de déploiement. Et je vais revenir sur les quelques éléments clés et la tactique que l'on a suivie pour l'utilisation et le déploiement de cette solution. Donc, on a fait un POC, donc ils sont venus. Donc, un POC, c'est un test, c'est un proof of concept. Donc, c'est vraiment, on leur a dit, Banco, nous on est intéressés par votre solution, venez à l'usine ce jour-là, on va filmer un poste et on va voir si on sait faire un module ensemble, comment ça fonctionne. Et ce résultat-là, on peut ensuite vraiment l'utiliser pour montrer la valeur ajoutée et ce que ça peut apporter. Donc ça s'est fait en une matinée. La question qui s'est posée, c'est si on veut passer de cette solution unique qui pourrait être complètement gadget, parce que le poste que l'on a filmé, le module qu'on a réalisé, il ne sert pas, il est juste pour montrer le potentiel de l'outil. Comment faire pour faciliter le déploiement? Donc il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'on ait le droit sur leur plateforme de créer des choses. Donc il faut qu'on acquiert une licence. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse parler de cette solution. C'est-à-dire que l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est que souvent, ça intéresse. Il y a un effet waouh au début qui permet d'en parler facilement, de faire venir les gens autour de la table et de leur montrer, de leur faire la démonstration. Mais si on ne traite pas le troisième point qui est ici, on ne fait aucun déploiement.
C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette solution-là, elle puisse être intégrée à nos systèmes d'information. Donc la première chose, c'est notre usage, c'est un usage de learning derrière, donc il faut le connecter à notre Learning Management System. Donc cette connexion-là est extrêmement importante pour pouvoir dire un tel a suivi une formation, il a été au bout et il en est là de son parcours, etc. La deuxième chose, c'est que comme c'est une plateforme en ligne, il faut qu'on ait un système de signature automatique. Le SSO, c'est j'ai des codes identifiants de mon compte PSA, il faut absolument que je puisse utiliser la même chose pour pouvoir accéder à cette plateforme en ligne. Mais c'est un travail d'intégration que nos services IT doivent faire. Et il faut que ce soit prévu et que ce soit fait. Sans ça, on n'accède pas à ces éléments en ligne. Et puis, on parle ici de capitaliser par les opérationnels des choses du terrain. Donc c'est notre savoir-faire. On ne peut pas dire on va mettre tout notre savoir-faire sur une plateforme en ligne sans cybersécurité. C'est pas jouable. C'est-à-dire ou alors on va cantonner ça à des cas d'usage extrêmement restreints qui ne vont pas nous aider en termes de valeur ajoutée sur ce que l'on veut partager et ce sur quoi on veut capitaliser des choses. Donc si on n'a pas coché ces éléments techniques-là, on ne pourra jamais passer du POC à autre chose en interne. Ou alors ça va prendre un temps infini. Donc on a beaucoup travaillé la mise en projet de ça de façon très rapide. Et puis on a cherché à utiliser ce module pour deux axes. Le premier axe que je vais vous présenter rapidement, c'est ce que j'ai appelé un axe corporate. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est vrai que notre cible, c'est bien de faire la formation au poste, et j'y reviendrai. Mais pour montrer cette solution-là à tout le monde, que ce ne soit pas juste un POC, mais que tout le monde soit témoin de l'intérêt et du potentiel de cette solution, on va choisir un sujet complètement transversal qui fait complètement partie de nos valeurs aujourd'hui, c'est la sécurité et la réduction des maladies professionnelles. Et donc, on a construit un module. Alors, c'est pas vrai, on n'a pas construit un module. L'équipe médicale de l'usine de Mulhouse, en autonomie, a utilisé cette solution-là pour rendre visible quelque chose qu'ils faisaient dans l'usine extrêmement bien. Ils faisaient du coaching de tous nos responsables d'unité, nos hiérarchies de proximité, pour former sur certains gestes qui permettent de se préparer avant une activité physique et de s'étirer pour récupérer après une activité physique. Donc, ils formaient les RU, etc. Ils avaient fait des petits modules qui étaient, eux, visibles sur YouTube avec des exercices qui étaient appropriés au type d'activité que l'on a et au poste que l'on avait atelier par atelier. On s'est dit, ça, c'est typiquement un sujet. Ils ont le savoir-faire, ils ont les compétences techniques pour le faire, ils ont les éléments. Donc, on leur fait totalement confiance. On leur prête la licence que l'on avait à ce moment-là. Et en autonomie, ils peuvent filmer, scénariser un module autour de ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un module de 22 minutes. Et ce module, on l'a lancé mi-octobre dans le cadre d'une opération faite par l'université PSA qui s'appelle Learning Booster, qui nous permet d'accélérer toutes les actions de formation que l'on a. Et on a lancé donc, ce module dans 4 langues. On a aujourd'hui l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Et il est diffusé dans toutes nos usines. Alors, il nous reste quelques traductions à faire pour finaliser le déploiement. Mais entre mi-octobre et aujourd'hui, il y a 4000 ouvriers qui ont suivi ce module. Donc, pour nous, c'était, quand je parle d'Axe Corporate, c'est bien ça, c'est que assez vite, sur un module unique, finalement, c'est un accès à une plateforme en ligne qui me permet d'utiliser un contenu et de le diffuser avec un message très clair. Aujourd'hui, on a fait énormément de choses pour améliorer les conditions de travail, mais il y a des choses que vous pouvez faire aussi vous-même, en allant sur votre poste de travail et après, sans rajouter du temps, parce que le module suit le chemin entre mon poste de travail, c'est un peu ce que vous voyez dedans, où on voyait un kiné montrer des exercices, c'est ça qu'il y a dans leur module. Ben voilà, entre le vestiaire et ton poste de travail, tu peux faire ce geste, ce geste, ce geste, et pendant le module, je m'entraîne à le faire. Donc ça, c'était pour nous un grand succès, parce qu'on a des retours extrêmement positifs sur lesquels je reviendrai après. Donc on a formé pour ça des représentants de chaque usine, donc on les a tous réunis pour leur donner des casques déjà, pour que chaque usine puisse avoir quelques casques et commencer cette diffusion. Et alors les chiffres changent toutes les semaines, on est à 4000 maintenant, ça va très vite parce que finalement on a plein de sites et plein de gens qui font ça au fil de l'eau. Et donc on a fait toute cette campagne pour avancer sur cette solution, on est extrêmement contents que ça marche bien. Donc le deuxième axe qui était notre cible initiale, c'est bien de réduire l'écart qu'il y a entre ce que l'on peut apprendre en espace de formation et ce qu'on retrouve sur la ligne.
comme je le disais, on peut difficilement reconstruire une deuxième ligne. Donc on avait besoin d'utiliser le digital là-dessus. Ce que ça apporte clairement, et on l'a vu avec tous les tests qu'on a réalisés depuis et les modules qu'on a fait, c'est que le fait d'avoir vécu, alors je dis vécu avec des guillemets, hein, mais s'être retrouvé dans le poste de travail, permet d'éliminer un certain nombre d'appréhensions, d'avoir des repères déjà sur des choses extrêmement précises que l'on a qui sont standardisées, et d'arriver sur le poste avec de la sérénité. On veut clairement aller vers de la réduction du temps de formation autour de ça. On a une vision globale là-dessus, hein. Je parle de réduction du temps de formation, c'est globalement entre l'arrivée de la personne qui est dans l'école de formation et puis le fait qu'il soit au poste de travail habilité. Donc la phase d'apprentissage qui se passe en ligne est extrêmement réduite avec ce type d'approche-là. J'ai déjà vécu le poste. En école de formation, pendant 3 heures, je peux regarder un certain nombre de fois le cycle de travail, je peux répondre à des questions, je peux valider des choses vraiment de façon concrète et ancrer dans ma mémoire ne serait-ce qu'une chronologie d'opérations. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que si cet apprentissage-là se fait sur la ligne alors que je suis en train de découvrir l'environnement, il ne se fait pas dans de bonnes conditions. Donc, on a la volonté de pouvoir passer les messages qu'on a, tous les points clés qui sont au poste, etc., dès l'école de formation. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis ici. On a des exemples aujourd'hui qu'on utilise pour de la maintenance et on a l'exemple que vous avez vu rapidement dans la vidéo sur des postes de travail où on peut vraiment passer des messages sur les zones de travail, la sécurité, etc. Et c'est extrêmement précieux dans les retours que l'on a. Alors, d'après vous, les salariés, les 4000 là, qui ont suivi ce module ou ceux qui font ça sur les postes, comment ils valorisent et qu'est-ce qu'ils retiennent ou quels sont leurs retours Alors, on a choisi de le présenter en nuage de mots, essayer de faire des mots simples qui vous permettent de... Si vous étiez opérateur et que vous aviez vécu ça, quel retour vous feriez ? Alors on a eu tous ces retours. Alors, la chose la plus directe, c'est qu'on s'est rendu compte, puisqu'on s'adresse là à une population d'ouvriers, que 3/4, même 80-90% des personnes n'avaient jamais utilisé de casque de réalité virtuelle. Donc, le premier élément, c'est « Waouh, vous nous donnez, nous ouvriers, un moyen qui est de la haute technologie que l'on voit, qu'on peut éventuellement voir dans l'aspect loisirs ou qu'on voit dans les magasins, mais qu'on n'avait jamais testé. Et dedans, il y a du contenu qui leur parle parce que c'est leurs usines dont on parle. Et donc, au-delà de tous les mots là que vous avez mis, ils sont tout à fait justes. Hein. Ils sont extrêmement sensibles à la facilité d'usage, au côté ludique, etc. Mais la première chose, c'est « Waouh, nous, ouvriers, on a eu droit à... » etc. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important aussi d'utiliser le levier du digital en leur disant on ne parle pas de science-fiction, on parle de choses extrêmement claires, extrêmement simples et accessibles sur lesquelles on recherche de la performance et de l'efficacité, évidemment, mais on n'a pas mis de barrière à ce niveau-là. Ce que je voulais partager, c'est ici, j'ai repris tel quel les retours que l'on a eus de nos 2 usines en Amérique latine. C'est Brésil et Argentine qui ont été les plus motivés pour déployer cette solution-là. Ce qui remonte effectivement, c'est que c'est une façon d'apprendre qui est géniale, c'est tout à fait nouveau, ça change complètement. Mais ce qu'ils mettent en avant, c'est ici, on est super content parce que nos ouvriers à Porto Real ou en Argentine à Buenos Aires, on a visité une usine française. Je reviens sur le début, c'est une équipe médicale de l'usine de Mulhouse qui a partagé une bonne pratique, qui a capitalisé quelque chose dont ne bénéficiaient que leurs équipes localement et qui, là, est partagé en fait avec toute l'entreprise, avec les autres usines, etc. Et c'est là où le côté... c'est de la réalité virtuelle, mais ce dont on parle, c'est de médiatiser le réel. On partage un réel, finalement, qu'on rend interactif.
Et c'est pour ça que cette approche-là nous plaît bien, parce qu'ils ont vraiment eu la sensation de visiter l'usine de Mulhouse. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on va beaucoup progresser. Et c'est pour ça que je veux revenir sur... Alors là, vous avez les photos. Hein. Ils n'ont pas utilisé un casque Oculus Go là-bas, mais les Samsung Gear, pour vraiment montrer que peu importe le device finalement, pour eux c'était plus simple d'utiliser ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans l'atelier, dans des salles de réunion qui pouvaient être disponibles de façon vraiment totalement ouverte, avec un déploiement extrêmement rapide. Mais vraiment, plusieurs ont remonté cette notion de visite. On a l'impression qu'ils se sont téléportés à Mulhouse pendant quelques temps. Je voudrais juste terminer un peu cette présentation sur le fait que là, on a parlé d'une solution. L'objet, c'est pas de dire il n'y a que cette solution et elle recouvre finalement la volonté que l'on a. On a bien 3 axes: d'enrichir les contenus pour partager des choses, pour arriver à une mise en relation et à quelque chose d'extrêmement simple pour faire en sorte que chacun a quelque chose à dire, chacun finalement a la possibilité de créer un contenu, mais ça ne marche bien et ça ne fait progresser l'entreprise que s'il peut le partager avec ceux qui en ont besoin. Donc on voit cette solution-là que je vous ai montrée comme étant un moyen par un opérationnel. Donc on a là l'exemple d'une équipe médicale structurée qui a pris le temps de faire ça. Les expériences qu'on lance là, ce sont des opérationnels de maintenance qui filment une opération de maintenance. Elle est donc capitalisée. Si cette opération, elle est rare, la prochaine fois que je veux la vivre, au-delà de l'aspect formation, je peux me repréparer à cette intervention avant de la faire. Donc il y a énormément de cas d'usage sur lesquels aujourd'hui on est en train d'avancer. Et elle doit être faite par les opérationnels. C'est extrêmement important. L'étape que l'on a, c'est d'utiliser ce type d'outil-là pour être vraiment dans une logique d'entreprise auto-apprenante. C'est-à-dire que si je sais mettre en relation ces contenus qui ont été créés par des opérationnels avec ceux qui en ont besoin facilement, alors globalement, en autonomie, collectivement, on va pouvoir monter en puissance sur ces dimensions-là. Ça se fait aujourd'hui, ça se fait de façon locale, mais c'est très dépendant de la dynamique de certains collectifs de travail, etc. On veut passer à une échelle beaucoup plus large, et ce type de solution-là nous a encouragés dans le fait vraiment d'avancer et d'aller plus loin dans cette question de l'entreprise auto-apprenante. Voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous. Si vous avez des questions ou des précisions, je serais ravi de répondre à vos questions. Quand vous dites que ce sont les opérationnels qui doivent construire les modules, comment vous harmonisez pour que la solution soit la même pour le Brésil, pour la France et les autres sites? Il y a un temps d'acclimatation? Alors, oui, effectivement. On est dans une phase aujourd'hui où il y a de plus en plus de créateurs. Donc on a eu la volonté de libérer la possibilité de créer. C'est pour ça que quand je parlais de licence, aujourd'hui on a une licence globale, on appelait ça une licence globale, qui nous permet d'avoir un nombre de créateurs illimité. Donc on est plutôt dans une phase où on veut faciliter la génération de contenu. Mais très vite, toutes les équipes du learning, de l'université, on est très attentif au fait que je peux faire un module, mais un module qui ne soit pas pédagogique, dans lequel il manque des éléments. C'est pas parce que ça vient forcément du réel que ça va être très efficace en termes d'apprentissage. Donc, on a mis en place un club, une sorte de groupe d'échange dans nos réseaux sociaux d'entreprise pour faciliter le contact entre les gens qui créent. Et pour dire, moi j'ai essayé ça, je trouve ça super dans la plateforme parce que ça m'a permis de gagner du temps et de scénariser tel élément. L'autre va dire, moi, au niveau du tournage, je me suis rendu compte qu'en mettant la caméra comme ça ou comme ça... Donc, on est dans la logique de monter en compétence les créateurs de modules. Et derrière, dans nos équipes, nous, on est attentifs à est-ce que la structure des modules est à peu près cohérente. Donc, l'intérêt sur la plateforme, c'est qu'on peut faire des modèles vides en disant, lorsque je veux former un poste,
il faut que j'ai une vue globale du poste, il faut que j'ai chaque chronologie qui soit dans une scène, il faut que j'ai une porte qui passe, il faut que je parle de sécurité, de qualité, etc., qui sont dans nos standards aujourd'hui. C'est la structuration de nos standards qu'on a mis en template d'une certaine façon, et eux vont amener dedans la réalité du terrain, leurs vidéos, pour rentrer dans ce cadre-là. Donc on va avoir plusieurs tours de roue, hein. On va améliorer ce système-là en utilisant ce collectif pour arriver à des modules qui soient très bien. Mais on est plutôt dans une logique on préfère démarrer avec des modules qui apportent un peu une nouveauté, qui apportent des choses et qui comptent pour le poste de travail, et ça va s'harmoniser et ça va s'améliorer. Donc on avait l'habitude de former différemment sur des standards papier, sur des éléments, parfois sur des petites vidéos, des choses comme ça. Là, c'est un moyen supplémentaire qu'on est en train d'apprivoiser et de déployer globalement. En parallèle, juste pour compléter, ce que j'ai pas dit, c'est que au-delà de ce module sur la sécurité, évidemment, les domaines de la qualité qui sont extrêmement importants pour nous et d'autres modules de préparation, de formation à la sécurité sont en train d'être complétés et vont être diffusés aussi worldwide assez vite. Et là, la maîtrise est un peu plus simple parce qu'on est plus sur des équipes centrales, métiers, support, qui prennent un peu plus de temps pour affiner ces contenus et on les aide aussi, on les accompagne sur ce sujet-là. Donc, d'une part, il y a le terrain et la réalité, et il y aura des choses à améliorer au fur et à mesure et monter en compétences. Et il y a les équipes centrales qui, eux, diffusent des contenus avec ces moyens-là aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est bon. Merci. Bonjour. Il y a plusieurs... Oui. Alors c'est assez simple. Vous posez la question des langues. Je ne suis pas sûr que votre micro fonctionnait. Je vais juste le redire. Vous posez la question de comment s'intégrer les langues dans les modules. Donc la logique, elle est très simple. Dans l'éditeur, on choisit une langue par défaut et on choisit les langues dans lesquelles on voudra diffuser le contenu. Une fois que c'est réglé, mais ça peut être réglé aussi au fur et à mesure de la conception, tous les textes qui sont intégrés dedans sont traduits. Donc la traduction, c'est une traduction qui est faite par les services cognitifs de Microsoft. Évidemment, toutes les traductions de systèmes automatiques, c'est jamais parfait. Il faut parfois, on a un vocabulaire spécifique, métier, etc. Donc, ce que propose la plateforme, c'est qu'une fois qu'on a finalisé le module sur la langue maître, on va faire une révision, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les traductions, et tant qu'on n'a pas validé que la traduction était bonne, ça n'apparaît pas dans le module. Voilà. Donc, on va dire que c'est totalement intégré. Ce qui n'est pas présent aujourd'hui, c'est que si je filme aujourd'hui cette assemblée et que nos interventions sont en français, tout ce que l'on dit n'est pas retranscrit. Donc, s'il y a des éléments que je veux traduire, je devrais, moi, créer des sous-titres. C'est-à-dire que je devrais créer des bulles de texte et le faire. C'est ce qu'on a fait, nous, sur notre module. Mais leur plateforme évolue tous les mois et ce sont des choses qui sont prévues dans leur roadmap. Parce que, effectivement, vous avez raison de poser cette question. Si on veut déployer à grande échelle, la question de la langue, elle est centrale. Et donc, si on doit créer une expérience par langue, etc., c'est extrêmement difficile à le déployer. Là, c'est bien un même contenu. Lorsqu'on ouvre l'expérience qui apparaît sous une forme de carré, je choisis la langue dans laquelle je veux l'ouvrir et les contenus sont traités en parallèle. Il n'y a pas de... Donc, si je bouge dans la version française la place de mon texte, sur toutes les autres langues, ce sera bougé de la même façon. Il y a vraiment... Le contenu est traité en parallèle, enfin le texte est traité vraiment complètement en parallèle de la structure, du design vraiment de l'expérience. Et c'est aussi ce qui nous a séduit parce que cette question qu'on voulait déployer partout... elle passait sur la langue. On est en train de faire les traductions en slovaque et en allemand pour nos amis de Opel Vauxhall. Et voilà, il n'y a pas trop de débat ou de difficulté pour le mettre en œuvre, même sur une expérience existante. Pardon, vous avez une question ? J'ai une question sur les indicateurs que vous avez donnés sur le temps de conception. Là, vous parlez bien de l'intégration dans l'outil, pas forcément de la conception de toutes les ressources qu'on va potentiellement intégrer dans le module. Très clairement, les 3 heures, c'est l'exemple de la formation en poste que l'on a fait sur l'usine de Poissy. On a mis une demi-heure de tournage,
On est venu, on s'est présenté, le moniteur a pris la caméra, celui qu'on voit avec son piercing là, sur le... Et il a décrit le poste de travail. Donc on a fait plusieurs cycles pour avoir plusieurs exemples. On a posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des éléments clés du standard qu'il fallait qu'on garde en photo, en petite vidéo. Donc on a pris les pièces, on a fait ça, sans trop les déranger. Et après on est allé dans une salle, on a uploadé ces vidéos et on a mis les interactions dedans. Donc quand je parle de conception, c'est qu'au départ, on savait qu'on voulait parler de la sécurité, du zoning, etc. Parce qu'on savait à peu près où on mettait les pieds, sa structure, elle existait. Mais une fois qu'on a dit ça, dans l'éditeur, en fait, il y a un éditeur de storyboard qui permet de dire je veux une scène qui dit ça, 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 ça. Et après, je glisse les vidéos à la place et je positionne les tags. Donc réellement, la conception, la réalisation du module, tout compris, ça nous a duré 3 heures. Aujourd'hui, si je fais 10 postes d'affilée, comme j'ai la même structure, je repositionne les tags, mais j'aurai toujours un module sécurité. C'est la question qui était posée. J'ai un cadre dans lequel je sais rentrer. Voilà. On l'a co-construit avec eux en prenant par exemple le standard que l'on avait qui était un standard papier dans lequel il y avait tous ces éléments, la chronologie et les points qui étaient mentionnés. Il y a toujours un point qualité, toujours un point sécurité. Donc finalement on s'est collé à ça. Est-ce que c'est ce qui restera ad vitam aeternam ? Je ne sais pas. Il y a des incontournables, mais on teste beaucoup de choses aujourd'hui pour dire est-ce que je dois avoir une vision globale du poste pour rester sur je veux m'acclimater au poste et connaître l'environnement, donc ça c'est une chose, mais jusqu'où je vais pour montrer des détails. Et ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire sur la façon de mettre en place une pièce, etc. Si je reste avec une vue globale de loin, je ne vais pas voir ça vraiment très bien. Donc on a beaucoup de tests sur est-ce qu'une photo ça suffit, comme ça ou pas comme ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos standards. Est-ce qu'une petite vidéo qui est incrustée dedans, on peut le faire, qu'on met plus près des mains de l'opérateur est intéressant. Est-ce qu'on filme avec des caméras 180 degrés, c'est ce que je vous montrais, qu'on peut mettre embarqué, hein, comme une mode GoPro. Tout ça, ce sont des pistes qu'on a regardées. Tout ce qui bouge beaucoup, lorsqu'on est dans le casque, on peut avoir des gens qui sont sensibles à ça et qui sont malades. Ça fait partie aussi des craintes que l'on avait. Hein. Enfin, vous n'avez pas forcément posé la question, mais si on développe ça à grande échelle, finalement, tout le monde vomit ou pas ? Et c'est vrai qu'on a cette sensation, le motion sickness, c'est très courant dans tout ce qu'on parle sur la réalité virtuelle. Eh ben non, en fait, ça se passe bien. Ça se passe bien si on respecte un certain nombre de choses assez concrètes. C'est-à-dire que la caméra ne bouge pas. Donc moi, en tant qu'apprenant, c'est moi qui, en bougeant la tête autour, crée les mouvements. Alors déjà, ça aide beaucoup. Si je bouge avec la caméra, c'est beaucoup plus sollicitant et c'est beaucoup plus. Puis la deuxième chose, c'est pour ça qu'on utilise ces petits encarts de vidéos et de photos. Si je guide le regard et que ici je vais lire quelque chose et puis doucement je vais regarder ici, etc. et que dans mon scénario, je force pas les gens à regarder devant, derrière, en bas, je limite finalement les mouvements et je diminue le risque de motion sickness que l'on a. Donc on en a beaucoup tenu compte dans le module sécurité. On a fait plusieurs tests parce qu'on a vu que ça pouvait être gênant. Et en respectant ça, finalement, on se rend compte que même un module qui fait 22 minutes passe très bien. Il y a toujours des gens qui sont sensibles, mais dans les retours que l'on a, c'est moins de 10%, hein, sincèrement. Donc on est plutôt rassuré aussi de l'usage de la réalité virtuelle par rapport à ça dans ce qu'on veut faire. Alors, ce que vous voyez là, c'est effectivement un élément de la transformation digitale. Mais c'est le plus facile, hein, parce que tout le monde a envie d'aller faire cette formation. Enfin, il n'y a pas de débat. Rendez-vous est pris. Cette semaine, on est dans l'unité de montage à tel endroit, et les gens sont libérés pour aller faire la formation, parce que les gens ont envie de vivre une expérience digitale. Ils ne sont pas en formation. Ils vont vivre une expérience. Et donc ça change un peu la façon d'appréhender les choses et ça nous permet à nous de renforcer des messages et des politiques que l'on a qui sont extrêmement ancrées. Et la sécurité et la qualité, on va continuer, on ne va pas changer. Ben, c'est un nouveau moyen finalement de leur faire vivre ces éléments-là. Au passage, ils vivent des choses en allant dans d'autres usines virtuellement. Donc
jamais la question de la résistance au changement a eu lieu. Le premier gap important, c'est ce que je disais au début, c'est est-ce qu'on s'autorise à acheter plein de casques pour se dire on assume ça, on va faire de la réalité virtuelle, y compris pour nos ouvriers. Mais c'est une barrière psychologique au départ. Une fois qu'on est d'accord avec ce principe-là et qu'on a de quoi apporter du contenu, la question ne se pose pas. Ce n'est pas une question d'accompagnement au changement sur ce sujet-là. Maintenant, on est conscient qu'il y a un potentiel en fait, à utiliser ça, parce que dedans, je vais capitaliser plein de choses. Si je le partage bien, alors je vais générer de la valeur. Sinon, c'est dommage. Voilà. Donc aujourd'hui, l'accompagnement au changement, il est plus sur qu'est-ce que je vais capitaliser, qu'est-ce que moi, je peux, à mon niveau, comme compétence, partager avec les autres, parce que ça va les faire grandir et ça va leur apprendre des choses. Et c'est un peu différent, mais si on veut vraiment aller au bout de cette question de l'entreprise autoprenante, c'est un peu ça le sujet qu'on a devant nous, quoi. On a des licences, on a du contenu, maintenant il faut capitaliser, partager. Merci Stéphane. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette intervention.